Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, sommaire de l'actualité. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le président sortant Alassane Ouattara brigue un deuxième mandat face à une opposition morcelée. Le chef de l'État enregistre un bon bilan économique et est favori de ce scrutin crucial pour la stabilisation du pays. Crise politique au Burkina Faso, les chefs d'État de la CEDEAO sont réunis en sommet extraordinaire au Nigeria ce mardi pour évoquer la situation burkinabé. Sur le terrain, les tractations pour une reddition des putschistes se poursuivent. Lutte contre Boko Haram malgré les efforts des pays du lac Tchad. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest continue de faire des victimes. Les attaques se succèdent et ce malgré la mise en place du premier secteur de la force multinationale. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre 2015. L'heure est donc au bilan du quinquennat du président sortant et candidat Alassane Ouattara qui dirige le pays depuis 2010. Les points forts et les points faibles de ces 5 dernières années décryptés par Idelette Mirabel-Bissou. Déjà 5 ans pour le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Un mandat marqué par des turbulences politiques et des avancées remarquables sur le plan économique, même si la population continue de dénoncer le coût élevé de la vie. Le pays qui s'est lancé dans une dynamique de réconciliation nationale multiplie davantage les stratégies pour une Côte d'Ivoire sans stigmatisation et indivisible. On peut parler d'un bilan moyen, d'un bilan relativement positif, moyennement positif. Il n'a certainement pas tenu toutes ses promesses, réalisé tous ses engagements pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu 4 mois de crise et après, il a fallu réparer ce qui avait été mis en retard. Et donc, ça a retardé les choses et ça n'a pas permis d'avancer comme il le souhaitait. Sur le plan économique, la croissance a affiché un taux de 8,3% en 2014. Le pays table sur des prévisions similaires en 2015 et 2016. En tête du peloton des producteurs de la noix de cajou dans le monde, la Côte d'Ivoire, dont les prouesses économiques reposent essentiellement sur l'agriculture, est classé premier producteur mondial de cacao, avec 1,7 million de tonnes en 2014. Durant le quinquennat du président Alassane Ouattara, les autorités ont aussi renforcé la recherche scientifique et la formation professionnelle. Les résultats auxquels nous sommes parvenus après 3 ans de mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, aussi encourageants soient-ils, sont des résultats auxquels la Côte d'Ivoire est familière. La croissance agricole est de retour. Le défi maintenant, c'est de la rendre durable. D'abord en reposant les investissements cette fois-ci sur le secteur privé et non plus sur l'État. Et deuxièmement, en allant le plus loin possible dans la chaîne des valeurs, ce qui n'a pas été le cas par le passé. C'est pour cela que le président nous a donné pour objectif d'avoir au moins 50% de taux de transformation. Et aussi de travailler sur l'accès au marché. Selon certains observateurs, le bilan du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire peut se traduire par des efforts de réconciliation nationale et les prouesses économiques. Candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, les voix des électeurs mettront le candidat de leur choix à la tête du pays pour un autre mandat de 5 ans. Au Burkina Faso, les forces armées font désormais pression sur les putschistes pour obtenir leur reddition. L'armée loyaliste encercle la capitale Ouagadougou, tenue par la garde présidentielle. Elle exige du régiment de sécurité présidentielle qu'il dépose les armes. Le point tout de suite avec Ibra Khadindiaï. La situation au Burkina Faso retient ce mardi 22 septembre toute l'attention. Si le Premier ministre de la Transition, le colonel Isaac Zida, a été libéré ce mardi 22 septembre au matin par les putschistes, les officiers loyalistes qui sont entrés dans la capitale Ouagadougou dans la nuit du lundi à mardi ont lancé un ultimatum aux militaires du RSP. Les loyalistes demandent désormais aux putschistes de déposer les armes avant 10 heures locales. Je pense qu'on ne peut pas négocier avec des terroristes parce que d'abord, un coup de force condamné par toute la communauté internationale. Ce qu'il faut faire, c'est simplement les contraindre à la reddition. Je crois que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, devrait pouvoir nous aider dans ce sens pour qu'on puisse rétablir immédiatement le processus électoral. Respecter vraiment notre peuple. Et Gilbert Guinguéré ait vraiment pitié de ce peuple-là, parce qu'on ne peut pas vouloir gouverner un peuple qu'on est en même temps en train de massacrer.
On dirait que les forces du régiment de sécurité présidentielle, sinon les terroristes, sont en train de s'en prendre à leur propre population. Je pense que c'est inadmissible. Le président Michel Kafando, libéré également lundi 21 septembre, est désormais à la résidence de l'ambassade de France. Sur le plan diplomatique, le projet d'accord proposé par les médiateurs de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait l'objet d'un sommet de l'institution ouest-africaine ce mardi à Abuja, au Nigeria. Cet accord, qui ne fait pas l'unanimité, même au Burkina Faso, prévoit de restaurer la présidence de la transition dans ses fonctions, mais également d'amnistier les putschistes. Je ne sais pas. Moi-même, je n'ai pas été convié à ce sommet. J'attends donc qu'on me dise ce qui va se faire. Le sommet, comme c'est un sommet de chefs d'État, à ma connaissance, il y a des propositions qui ont été faites. Maintenant, pour le reste, je suis comme tout le monde. J'attends de savoir ce qui va être décidé. Le général Gilbert Diendéré, le chef du RSP, serait en discussion pour faire partir les loyalistes de la capitale Ouagadougou. Les réactions des pères africains sont nombreuses. Le président Mahamadou Issoufou du Niger et son homologue tchadien Idriss Déby Itno ont appelé les putschistes à déposer les armes, à regagner leurs casernes et laisser la transition aller à terme. Lutte contre la corruption au Nigeria, Bukola Saraki, président du Sénat, est sous le coup de 13 chefs d'accusation portés par l'agence anti-corruption. Convoqué devant le juge, il a refusé de comparaître et c'est un mandat d'amener qui vient d'être délivré pour aller le chercher. Les accusations à l'encontre de la troisième personnalité du pays portent sur certains de ses actifs qu'il aurait omis de déclarer. Et l'ancien gouverneur de l'État de Kwara aurait également acquis des actifs au-delà de ce que lui permet la loi et aurait des comptes à l'étranger. La menace Boko Haram plane toujours. Malgré la riposte armée africaine, les attentats se multiplient. Ce dimanche 20 septembre, des attentats suicides revendiqués par le groupe islamiste ont été perpétrés dans l'extrême nord du Cameroun et du Nigeria. Analyse de la situation avec Arwa Barkala. Dimanche 20 septembre, le Nigeria et le Cameroun ont connu 2 attentats meurtriers au nord de leurs territoires respectifs. La ville camerounaise de Mora a notamment été le théâtre d'un double attentat. La localité située à un carrefour entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria est le quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale chargée de combattre Boko Haram, qui reste ainsi actif malgré les efforts des pays frontaliers du nord-est du Nigeria. Déjà, il faut voir que c'est une commission qui est assez expérimentale parce qu'on est dans un cas de figure qui n'a jamais été mis en place auparavant. Il y avait eu d'autres précédentes missions qui étaient plus du fait de la CEDEAO. Là, on a des pays qui appartiennent à 2 ensembles sous-régionaux différents et surtout des pays qui ont eu l'habitude d'avoir des conflits notamment entre le Nigeria et le Cameroun et entre le Nigeria et le Tchad. Et dans la capacité donc à prévenir donc les incursions djihadistes, eh bien se pose toujours encore et encore la question du droit de poursuite sur le territoire voisin. La force mixte multinationale composée de troupes venant de plusieurs pays, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin, est officiellement en place depuis le vendredi 11 septembre. Mais selon les observateurs, cette lutte contre le terrorisme pâtit d'un manque de coordination dans les décisions stratégiques et militaires entre les différents chefs d'État africains. C'est une commission qui était envisagée déjà depuis un peu plus d'1 an, effectivement, qui a été mise en place assez récemment et qui, je pense, pâtit du fait des déclarations des chefs d'État. Donc Buhari qui a dit qu'il donnait 3 mois à son état-major pour régler le problème, tout en sachant que l'état-major de l'armée nigériane, c'est autre chose que la force multinationale. Le président Déby, qui lors des 55 ans de l'indépendance du Tchad, expliquait que le problème serait très rapidement réglé. L'extrême nord du Cameroun a été frappé par 11 attentats revendiqués par Boko Haram depuis le mois de juillet 2015. Et selon Amnesty International, près de 400 personnes auraient perdu la vie dans les attaques de la nébuleuse islamiste depuis janvier 2014. Au Kenya, 12 millions d'élèves sont privés d'école. Le gouvernement a fermé tous les établissements du pays, excepté ceux publics. En cause, une grève des enseignants qui réclament une augmentation de salaire. Le président Uhuru Kenyatta a affirmé que cette démarche ne pouvait être amorcée car elle risque d'affecter les finances publiques. Un tribunal kenyan a pourtant ordonné une augmentation de salaire d'au moins 50% et les enseignants ont rappelé qu'un accord salarial conclu en 1997 n'avait été que partiellement respecté.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.